C'est le cas de William. Bonsoir et bienvenue à vous dans cette édition spéciale des chaînes parlementaires Public Sénat et LCPN. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Sonia, 4 invités sont avec moi pour débattre. Nous sommes en direct pour décortiquer ce débat qui a duré près de 3 heures. 4 invités, Arlette Chabot est avec nous, directrice de l'information d'Europe 1, Denis Jambard, éditorialiste, écrivain, journaliste, et puis respectivement Gérard Leclerc, Gilles Leclerc, président de LCP et de Public Sénat. Sonia. Alors ce qu'on va dire, c'est que la première confrontation télévisée entre les 6 candidats aux primaires socialistes vient de s'achever. Nous serons donc ensemble pour 1 heure d'analyse, de décodage, et puis nous serons aussi en duplex depuis la plaine Saint-Denis pour de très nombreuses réactions politiques. On va commencer tout de suite par un florilège de petites phrases et puis de propositions et puis de mesures annoncées par les 6 candidats ce soir. On regarde cela ensemble. Donc, 1 minute. Ce soir, je veux dire aux Français, je comprends. Et qui redonne l'espoir. Notre pays traverse une crise qui porta l'uniforme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis un enfant de cette République-là, mélangée, qui a fait... sont autant de propositions pour lesquelles les radicaux ont toujours été à l'avant-garde. Car la République française, c'est l'égalité des possibles. Chacun doit pouvoir, en travaillant, réussir. Cette espérance que je veux lever, elle est pour la jeunesse. C'est-à-dire pour la force qui doit être à la réussite. Voilà pour cette introduction. Chacun d'entre vous va maintenant être... C'était une introduction. En effet, vous allez bien sûr redécouvrir un certain nombre d'éléments un peu plus factuels. D'abord, tout simplement, 3 heures de débat, vous en tirez quoi? Quelle sensation vous avez comme ça? On est en direct et on vient à peine de sortir de ces 3 heures d'allocution, d'échange. Arlette Chabot, Gérard Leclerc, Gilles Leclerc, Denis Jambard. On va laisser parler Arlette. Je crois que c'était un bon débat. À la fin, Martine Aubry a dit qu'elle était satisfaite. Je crois qu'elle a raison d'être satisfaite. C'était un débat de grande qualité avec explication de chacun. Chacun est resté en fait dans son créneau. Il y a la crédibilité défendue par François Hollande, le courage, le volontarisme de Martine Aubry, la vérité de Manuel Valls, les audaces incroyables de Jean-Michel Bailly sur des sujets de société. Il y a l'expérience présidentielle de Ségolène Royal, même si elle est un peu moins peut-être flamboyante qu'elle a été dans le passé. Et puis Montebourg qui veut partir en guerre contre les banques. Donc chacun est resté à peu près sur son créneau. Bons échanges, c'est toujours risqué. On se souvient des passages un peu aigre-doux des débats d'il y a 5 ans. Là, à la fin, il y a eu quelques échanges. On l'a vu, des divergences sur le nucléaire, par exemple, sur les retraites, évidemment. Donc on continuera dans d'autres débats à les évoquer. Mais je crois que pour le Parti socialiste, en tout cas ce soir, c'est une épreuve qui est réussie. Gilles Leclerc, est-ce que le débat il a été rythmé, vivant? Est-ce qu'il va donner envie au peuple de gauche, aux Français, d'aller voter pour ces primaires? C'est vrai que c'était un exercice très difficile. Faire un débat avec que 6 candidats, c'était pas évident. Au fond, moi je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'on peut penser que cet exercice a été réussi et qu'on se rend bien compte que tous les 6 avaient vraiment à l'esprit de ne pas recommencer probablement la perception de ce qui avait pu se faire en 2006. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de division, pas de dérapage. C'est-à-dire qu'il y avait des risques. C'était un débat périlleux pour les candidats, risqué. Et au fond, chacun s'est tenu à peu près à ce qu'il avait sans doute estimé pouvoir faire. En même temps, les challenges des uns et des autres n'étaient pas les mêmes. Et probablement que chacun, ce soir, s'est tenu à sa ligne de conduite. Probablement que, encore une fois, restons extrêmement prudents par rapport au sondage, mais ce qu'on appelle, entre guillemets, encore une fois, les petits candidats avaient probablement une carte à jouer un peu plus forte. Ils l'ont joué. Arnaud Montebourg, même Jean-Michel Bailly qui a eu un certain culot, qui a affirmé des positions assez fortes sur le cannabis, sur l'euthanasie par exemple. C'était pas forcément évident. Et donc au fond, moi j'estime que c'était un débat plutôt intéressant. Et ceux qui pouvaient douter à un moment ou à un autre, on va voir si évidemment les sympathisants de la famille de gauche vont aller voter. Mais la primaire, on a vu que c'était quelque chose qui commençait peut-être à fonctionner, en tout cas dans un débat télévisé ce soir. Il reste 3 semaines de campagne. La primaire, elle est là, elle commence à s'installer. Et on remarquera sans doute demain que ceux qui avaient beaucoup critiqué l'exercice
par exemple à droite, seront sans doute beaucoup plus prudents demain matin. Alors, je paraphrase Gérard Leclerc, Denis Jeanbart, mais pas de surprise vraiment sur le fond, mais une réussite pour cette primaire, pour paraphraser. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, oui. C'est un exercice qui était assez difficile, parce que chacun devait à la fois se différencier, se démarquer, tout en évitant, bien évidemment, tout ce qui aurait pu ressembler à la foire d'empoigne, à se déchirer, etc. Ils y sont assez bien arrivés. Alors chacun un peu, d'ailleurs, souvent en forçant un peu le trait de ce qu'il voulait montrer. On a vu un François Hollande qui était vraiment beaucoup dans le sérieux, dans la gravité. On a vu un Jean-Michel Baillet qui, vraiment sur certains points, s'est vraiment démarqué très, très fortement des autres, notamment sur la légalisation du cannabis, sur le droit de mourir dans la dignité, etc. Enfin, vraiment sur des thématiques un peu originales, nouvelles par rapport aux autres. Il y a quand même eu quelques surprises. D'une part, beaucoup s'attendaient à ce que ce soit un peu Ségolène Royal qui vienne un peu dynamiter le débat, parce qu'on disait elle n'a rien à perdre, maintenant elle est en 3e position. Et en fait, j'ai trouvé au contraire vraiment assez raisonnable, enfin assez oui, plutôt sinon défensive, mais en tout cas tout à fait dans la responsabilité, dans le raisonnable. Et en revanche, c'est Martine Aubry qui a attaqué, et qui attaquait bien sûr François Hollande sur des points assez précis où elle pensait pouvoir gêner François Hollande. Ça lui a dit, ce contrat de génération, l'idée de pas de charge sociale pour une entreprise qui garde un senior et qui embauche un jeune, elle a dit ça marche pas. Elle a dit clairement comme ça. Elle a dit sur le nucléaire, François Hollande n'est pas clair. Moi je veux aller clairement vers une sortie du nucléaire. François Hollande veut simplement réduire la part du nucléaire jusqu'en 2025. 75 à 50. Voilà. Il y a comme ça eu quelques thèmes, et donc c'est assez, de ce point de vue-là, c'est un peu la surprise du débat, c'est que c'est Martine Aubry qui a attaqué, et les autres qui ont défendu chacun leur point de vue. Alors Denis Jeanbart, toujours sur la forme, sur l'image, on parlait il y a quelques années, du PS comme du grand cadavre à la renverse. Est-ce que ce soir c'est plutôt un parti ouvert, ambitieux, qui a de l'avenir pour 2012 ? Moi, je pense que d'abord, toutes les études le montrent. Ça reste une grande formation politique, la deuxième ou la première formation politique en France. Et donc, il a montré sa vitalité ce soir. C'est-à-dire des candidats de qualité. J'ai trouvé qu'il y avait des candidats de qualité et un débat de qualité, surtout les deux premières parties, parce que j'ai trouvé que le débat, lui, était un peu plus poussif, avec un peu trop long. C'était pas vraiment un débat. Voilà, et avec une reprise des questions qui avaient été déjà exposées. Ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, ceux qui se détachent dans les sondages ont été ceux qui se sont affrontés. C'est-à-dire Martine Aubry, qui, d'après les sondages, a du retard sur François Hollande, l'a donc attaqué. Moi aussi, j'étais surpris de ne pas voir Ségolène Royal plus offensive et rester dans un registre plus... Alors, après, quel est l'enjeu pour ces différents candidats ? Il y a les petits candidats qui savent qui font un tour de chauffe. Ils pensent naturellement à une autre élection présidentielle, mais ils se mettent sur... Pour les grands candidats, la question qui se pose, c'est de démontrer qu'ils ont l'étoffe d'un président de la République. Et je pense que c'était l'enjeu pour Ségolène Royal, pour Martine Aubry et pour François Hollande. Ségolène Royal, je rejoins le point de vue de mes camarades, c'est-à-dire, je trouvais qu'elle est restée dans un registre en retrait. Et comment vous l'expliquez ? Ça, c'est l'analyse. Qu'est-ce qui s'est passé, Denis Jeanbart ? Anesthésie par quoi ? Elle a dit qu'elle avait beaucoup appris, mais on ne l'a pas vu. Je pense que celui qui, au fond, a vraiment passé les habits, c'est François Hollande. Pourquoi ? Pour une raison bien simple. C'est que je pense qu'il faut exprimer quelque chose de très clair et de relativement simple dans une élection présidentielle. Et lui, il n'a pas multiplié les propositions, il est resté sur des axes très précis. Et si on se demande qu'est-ce qui reste, on peut le dire. On peut le dire de Manuel Valls aussi, qui a été très clair. La jeunesse, par exemple, sur son grand... La fiscalité, la jeunesse et la crédibilité. En revanche, Martine Aubry a été beaucoup plus touffu, beaucoup plus complexe dans ses explications. Et ceci peut expliquer aujourd'hui la situation que l'on constate dans les sondages. Gilles, Gérard Arlette, vous êtes d'accord ? François Hollande, il s'est détaché, il a même peut-être survolé les autres candidats ce soir ? Je n'ai pas dit survolé. C'est une question. C'est une question. Il est précis, concis. On sent qu'il s'est préparé. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est parti le premier des grands candidats. D'ailleurs, il a fait remarquer à Martine Aubry que peut-être que si Dominique Strauss-Kahn avait été candidat, il serait au débat ce soir. Mais lui aussi, sous-entendu, Martine, tu ne serais peut-être pas là. Donc, il s'est préparé. On sent qu'il est très affûté. Et il est, quand il a parlé notamment de l'éducation, et a justifié sa proposition de
réembaucher, si j'ose dire, un certain nombre de profs et d'augmenter les effectifs de l'éducation. Il y a de la conviction, il y a de la force, il y a de la chaleur, et il retrouve un peu d'humour quand même. Voilà. Et je dirais aussi qu'il ne faut pas négliger ce qu'on appelle les petits, parce qu'ils ne le sont pas vraiment. Montebourg est aussi concis, précis dans son attaque des banques. Manuel Valls, qui parle toujours de sécurité ou qui contre Jean-Michel Bailey sur la légalisation du cannabis, ils sont aussi extrêmement précis. Et du coup, je dirais que comme François Hollande a de l'avance, Martine Aubry, elle arrive enfin plus tard, dans la fin de l'émission, et on a senti qu'à un moment, elle s'est dit qu'il fallait rattraper un peu le retard, d'où ce que disaient effectivement à l'instant et Gérard et Denis. Elle attaque un peu François Hollande parce qu'elle a dû se dire au bout de 2h30 qu'elle n'avait peut-être pas comblé son retard et qu'il fallait remonter un peu le handicap. Vous êtes d'accord avec cette analyse? François Hollande a ce soir un peu dominé finalement ce débat, si on veut comme ça faire des comparaisons. Il faut rester très prudent parce qu'il y a le regard des journalistes que nous sommes et puis il y aura aussi évidemment le regard des téléspectateurs et le regard de ceux qui vont aller voter. Les sondages peut-être aussi. Et puis peut-être les sondages. En restant extrêmement prudent, ce sont des sondages très difficiles à faire et donc encore une fois prudence. Ce qui va compter évidemment, et on voyait bien effectivement la feuille de route par exemple que s'était tracée à François Hollande pour répondre à votre question, c'était au fond je suis entre guillemets favori, je suis en tête des sondages, donc ne rien céder, ne rien perdre, ne pas déraper. Et au fond, je ne sais pas si vous vous souvenez du vrai débat présidentiel Sarkozy-Royal en 2007, en fait, Hollande était un peu dans la position de Nicolas Sarkozy de ce débat-là. C'est-à-dire qu'au fond, ne pas courir derrière, ne rien céder, et d'avoir une stature qui était déjà, en effet, sans doute un peu plus haute que les autres. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est sans doute le candidat qui a peut-être parlé le plus de Nicolas Sarkozy et peu de ses concurrents, même si sur le nucléaire, etc. Un petit peu. Et là, et c'est ça qui sera très important, au fond, indépendamment des spécialistes qui vont regarder les différences, quelques différences, même plus que des nuances, par exemple, sur le nucléaire, c'est aussi, au fond, qui a-t-on envie de voir comme adversaire probable de Nicolas Sarkozy au second tour? C'est ça qu'a joué François Hollande ce soir, avec un style, une personnalité. Vous avez dit de l'humour, c'est aussi donner envie d'aller voter pour celui ou celle-là. Qui peut le battre? Parce que toute la stratégie de François Hollande, c'est d'arriver à convaincre les électeurs qui vont voter à la primaire que c'est lui le plus capable, le plus apte à battre Nicolas Sarkozy. Et en effet, je rejoins ce que dit Gilles, c'était toute sa stratégie ce soir. Évidemment, prendre une posture qui le met déjà dans la présidentielle, sans négliger naturellement et sans mépriser du tout. C'est pas une posture nouvelle, parce que c'est la posture qu'il a adoptée depuis le début. Donc il n'y a pas de surprise non plus. Il est cohérent. On va continuer à parler de la forme tout de suite, Gérard, et du fond. Je vous propose d'abord de regarder l'un des temps forts, l'un des moments forts. C'est un petit peu subjectif, puisqu'on l'a choisi nous-mêmes, de ce débat ce soir. Regardez. Moi, je ne crois pas au contrat de génération, parce que je l'ai essayé, ça paraît bien, un jeune, un vieux, c'est un effet d'aubaine pour les entreprises et ça coûte très cher. C'est pour ça que moi, je préfère les emplois jeunes. Mais s'il faut être clair, il faut l'être surtout. Moi, sur le nucléaire, je dis, je veux préparer la France à sortir du nucléaire. Si on trouve que c'est dangereux, eh bien, il faut en sortir. On ne reste pas au milieu. Moi, comme je veux la rénovation de notre pays, je suis clair. Je veux le non-cumul des mandats. Je veux qu'il s'applique dès 2007. Posons-nous une question, puisque nous sommes dans ce débat, c'est utile. Ça s'anime en plus, c'est bien. C'est bien. Le président de la République, et je souhaite que ce soit l'un ou l'une d'entre nous, même si j'ai ma préférence, mais il est élu président de la République. Il a à prendre des décisions et l'horizon est 2025. Quelle est la proposition de chacun quant à la part du nucléaire dans la production d'électricité en 2025? En 2050, franchement, même si le président de la République prend une position, il est très difficile d'aller le rechercher en 2050 pour savoir s'il l'a tenu ou s'il ne l'a pas tenu. Alors, donc, 2025. le plus important, peut-être qu'en 2050, Arnaud et moi, on sera toujours là, mais peut-être pas en très bon état. Hein. L'humour dont tu parlais, la forme et le fond. Hein. Il y a à la fois la manière dont François Hollande dit les choses, parce qu'il le dit avec une certaine humour, puis il y a le fond tout de même, il est très concret, très précis. Surtout, il y a deux choses. Il y a d'une part ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire Martine Aubry, effectivement, qui attaque vraiment. C'est le moment, un peu le tournant dans le débat, où elle s'est mise à attaquer François Hollande. Et derrière ça, je trouve qu'il y a deux positionnements qui sont assez différents. On a le sentiment que François Hollande, déjà, est quasiment dans l'affrontement direct avec Nicolas Sarkozy et s'adresse aux Français dans cette espèce d'affrontement gauche-droite. Alors que Martine Aubry est, elle, dans la primaire
Et en faisant ce que vient de faire là, c'est clairement aussi un appel du pied aux écologistes. Sachant qu'on le sait, il y a des écologistes qui vont voter dans les primaires socialistes. Et la question du nucléaire aura un rôle important. Et pareil sur d'autres positions, elle a pris des positions qui étaient assez à gauche, à gauche, je puis dire, du Parti socialiste, pour bien tenir ces militants qui eux iront voter. Alors on va parler des différents sujets. Denis Jeanbart, après avoir écouté attentivement les 6 candidats, toutes les mesures, les propositions, à qui vous dites ce soir ne vous présentez pas? C'est abrupt. Vous en avez sûrement votre conseil pour la gauche, non? Non, mais il faut peut-être expliquer pourquoi. Alors, je vous laisse. Oui, j'ai écrit une lettre donc ouverte à Nicolas Sarkozy dans laquelle je lui conseille de ne pas se représenter. Non, ça ne s'adresse pas à eux et donc j'ai pas vraiment, j'ai pas de réponse à cette question-là, naturellement. Mais je crois en tout cas que cette épreuve pour les 6 candidats a une grande utilité. D'abord parce qu'elle a manifesté tout de même, malgré les dissensions, des points de convergence. Et elle a permis, je pense, à la gauche de montrer à tous ces candidats qu'ils avaient le sens des responsabilités, et notamment sur une question qui va être centrale dans le débat présidentiel, c'est les déficits et la dette. Aucun d'entre eux, à l'exception de Montebourg, mais qui a ses propres réponses, aucun d'entre eux ne néglige cette question. Au contraire, ils en font un préalable. Et chacune des propositions, même celles qui ont pu être débattues, comme les créations de 60 000 postes dans l'éducation nationale, est inscrite quand même dans un plan de réduction des déficits. Tous se sont engagés là-dessus. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, je veux dire, ils font preuve d'esprit de responsabilité et ils anticipent, bien sûr, les uns et les autres, le débat avec Nicolas Sarkozy et les critiques de la droite. Il y a aussi la question de la banque. Ils sont tous ou presque d'accord pour séparer les activités d'affaires et de banque de dépôt. Là, sur ce point-là. Largement au-delà de la gauche, de toute manière. Dans les circonstances actuelles, taper sur la gauche, effectivement, ça les réunit, mais bon, c'était assez évident. Les banquiers ont passé une mauvaise soirée, c'est sans doute, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on voit effectivement, je suis d'accord avec Denis, il y a quand même globalement, on voit bien des accords, des DES plus loin, accords sur beaucoup d'éléments, sur la réforme fiscale. On voit qu'il y a quand même un corpus commun. Et puis ce souci de la responsabilité, c'est évidemment la réponse aux attaques quotidiennes de la droite. Donc il se place dans cette responsabilité évidente. On n'est plus dans la période du je te fais de la surenchère sur les promesses. Donc ça, c'est très important ce soir. C'est pour ça qu'on dit que c'est un débat qui est effectivement important et positif pour les socialistes, sûrement. Alors on poursuit notre analyse. Dans un instant, on va retrouver en duplex depuis la plaine Saint-Denis, Mickaël Samez qui est resté là-bas et depuis l'arrivée des candidats. Mickaël, je crois que vous êtes en compagnie, j'en suis sûre, de Bruno Le Roux ce soir. Oui, voilà, vous le voyez, c'est Bruno Le Roux, l'un des soutiens de François Hollande qui est avec nous. Les candidats viennent de partir, on vient de les voir passer quasiment tous en voiture dans un cortège. Bruno Le Roux, quelles ont été vos premières impressions? Quelles sont vos premières impressions au sorti de ce débat? Un débat qui a été positif. J'espère qu'il a permis d'intéresser aux primaires, de connaître les candidats, de pouvoir les écouter, d'entendre leurs priorités. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'était d'une œuvre utile pour les Français que d'entendre ce débat qui rassemblait et qui, en même temps, montrait les différences. Selon vous, qui a marqué les points, même si on sait que vous êtes un soutien fidèle de François Hollande? Vous savez, ça, c'est les Français qui le diront. Moi, je trouve que François a montré la cohérence qui est la sienne, la volonté, le fait qu'il a travaillé depuis maintenant de nombreux mois et que ce n'est pas une candidature de circonstance, que c'est une candidature réfléchie, il a été précis, il a donné des axes sur ce que serait demain la France telle qu'il la dessinerait. Et donc maintenant, c'est aux Français de juger. Ils vont le dire le 9 octobre. Il y a eu quand même une passe d'armes à un moment donné sur le nucléaire, notamment entre François Hollande et Martine Aubry. C'était l'occasion de montrer les vraies différences entre les deux favoris, même si c'est difficile de dire ça, les favoris des sondages. Non, c'était surtout l'occasion de préciser les choses, puisque beaucoup parlaient d'une sortie du nucléaire sans en préciser la durée, sans en préciser le terme. Et donc le débat a permis de conclure que Martine Aubry était sur la position de François Hollande, c'est-à-dire en disant il faut aller vers un mouvement de réduction, mais 50% en 2025, c'est cohérent, 50% c'est possible, c'est
plausible pour la France. Et donc c'est mieux la clarté quand on discute de choses qui sont importantes comme cela. Voilà, vous avez pu discuter quand même avec François Hollande dans les loges juste après. Sur Twitter, on a entendu il y a quelque temps des personnes qui étaient dans la salle tout à l'heure qui disaient que finalement il faisait un peu grise mine. C'est vrai, il était un peu déçu de ce débat? Ah, pas du tout. Vous l'avez trouvé, j'espère, souriant à l'antenne. Il l'a été. Et ensuite, il était souriant en sortant. Il est parti voir un certain nombre de ses amis qui regardaient le débat. Et puis demain matin, il sera en départ pour la Corse, pour 2 jours de campagne à la rencontre des Corses. Donc non, très content et en pleine forme. D'accord. Et le prochain débat, bien sûr, aura lieu sur les chaînes parlementaires, entre autres. Qu'est-ce que vous attendez de ce prochain débat? Mais qu'ils incitent encore plus les Français à aller choisir le 9 octobre prochain. C'est ça l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est de réussir notre mobilisation des primaires et de faire en sorte qu'on reconnaisse que l'on a de bons candidats qui demain formeront une sacrée équipe gouvernementale. Merci Bruno Leroux, merci d'être intervenu en direct tout à l'heure pour d'autres interviews, on espère. Arnaud Montebourg est là, il donne une conférence de presse, on l'attend d'ici quelques secondes. Merci Mickaël, vous restez évidemment avec nous, on vous retrouvera dans quelques minutes. Gilles, un point intéressant sur les clivages, les 2 thèmes de clivage, c'est le nucléaire, on vient de le voir, mais c'est aussi le cannabis. Ils sont restés un certain temps sur le cannabis, chacun avait une vision. C'est des thèmes de société, je dirais quand même, c'est pas les thèmes... Ce clivage-là, on ne l'attendait pas, et en tout cas, les 5 candidats socialistes, a priori, il y avait un consensus entre eux, mais ils étaient sans doute un peu étonnés qu'on ne puisse aborder cette question. Qui a abordé cette question? C'est sans doute celui qu'on n'attendait pas, c'est Jean-Michel Beillet, le radical, qui effectivement... mais c'est pas une nouvelle position, parce que si vous avez regardé les chaînes parlementaires, notamment au moment de son discours que nous avons diffusé le week-end à l'université d'été du PS à La Rochelle, il avait déjà pris cette position. Donc c'est pas uniquement pour faire parler de lui ce soir. C'est une conviction qu'il a, on peut en débattre, mais qui pouvait être respectable. Et évidemment, notre confrère David Pujadas s'est servi de ce thème-là pour faire réagir les autres, parce que là, en effet, il y avait une différence entre lui et tous les autres. Et du coup, il s'est singularisé. Donc de son point de vue à lui, il a pu en tout cas marquer un point en disant voilà, qu'est-ce qu'on retiendra ce soir du discours de Jean-Michel Beillet? Probablement cette autorisation du cannabis sur certaines conditions, et puis par exemple l'euthanasie, un certain nombre de positions sur les thèmes de société. On n'attendait sans doute pas ça, parce que vous avez quand même remarqué, on parlait tout à l'heure du sens de la responsabilité, l'essentiel du débat quand même a porté sur la crise économique et la dette, avec peut-être quand même une chose qu'on peut noter, c'est qu'on a beaucoup parlé de la France, c'est un débat franco-français, on a parlé un peu de l'Europe. D'ailleurs, c'est Jean-Michel Beillet qui lui a pris une position, il dit « moi je suis pour une Europe fédérale ». Et ça, c'est un thème qui est d'actualité aujourd'hui. Parce qu'effectivement, peut-être qu'une des réponses à la crise, ça peut être ça ou autre chose. En tout cas, lui, il a pris cette position-là. Et on a assez peu parlé du monde en général, même si Arnaud Montebourg a parlé, lui, de la démondialisation. Ce sont des hommes et des femmes d'État qui aspirent à la plus haute fonction. Comment ne pas parler de ce qui se passe ? Sur ce thème-là n'ont pas été directement posées. Mais c'est vrai qu'on a parlé au fond des répercussions de la crise en France et des réponses que les candidats pouvaient éventuellement apporter sans trop s'occuper, on a un petit peu entendu quand même quelques thèmes là-dessus, de ce qui pouvait se passer éventuellement chez nos voisins. Exemple, l'Allemagne, on a peu parlé ce soir. On va découvrir 2 extraits avec Chabot, je voulais vous les remontrer parce que je leur dis, j'insiste un peu sur ce point, mais les 2 seuls points de clivage ont été le nucléaire et le cannabis. Regardez, et l'éducation, il y a eu des nuances. Il y a eu des nuances. On va revenir sur l'éducation parce qu'effectivement... Sur que faut-il faire des déficits entre Arnaud Montebourg, qui était quand même très typé, et les autres, il y avait une vraie divergence. On l'a évoqué. Sur la règle d'or, ils ne sont pas tous en or, ils sont pas... Alors, on va en parler dans un instant. Voilà. Écoutez tout de même ces 2 extraits pour voir les différences sur la question du nucléaire et du cannabis. Regardez. Sur le PR de Flamanville. Eh bien, le PR de Flamanville, on le fait. Non, attends, laisse-moi terminer, excuse-moi. Il est en cours. On attend actuellement une enquête de la sûreté nucléaire qui nous dit que ça va coûter très cher. En tout cas, on ne fait pas le second, tant qu'on ne sait pas où on en est, sur Flamanville. Voilà. Mais moi, je pense que sur le nucléaire... Flamanville, on attend, je pense que tu ne répondras pas d'ailleurs autre chose que moi, on attend aujourd'hui, tu as vu, il y a des problèmes dans le béton, il y a des problèmes dans la construction, ça a déjà coûté très cher, il faut qu'il y ait un débat public sur cette question. Je vous demande de vous arrêter, comme disait quelqu'un, parce que vous êtes arrivé aussi au terme de votre temps de parole. Je m'arrête, mais c'était bien d'être clair sur ces sujets. Voilà, c'était bien d'être clair, les positions ont été clarifiées. Je pense qu'il y a eu de la clarté. Pas forcément lumineuse, mais il y a eu de la clarté. Quand on parle de nucléaire. Mais il y a de l'électricité, là, quand même. Pas dans l'air, hein. Il y a de l'électricité à produire, en tout cas. Donc je suis fermement opposé, au nom même des valeurs de gauche, à l'idée que je me fais de l'ordre républicain et de la liberté de chacun à toute concession dans ce domaine-là. J'approuve ce message. Jean-Michel Baillet. Sommes au moins d'accord Je ne sur vais ce pas passer sujet. la soirée à parler de la légalisation du cannabis. Je m'en suis expliqué tout à l'heure. Je m'en suis expliqué maintenant. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord.
Voilà cet extrait sur le nucléaire et le cannabis. On va parler dans un instant aussi, bien sûr, de la crise et de la dette avec notre chroniqueur qui va nous rejoindre, Jean-Louis Gombaud. Mais d'abord, Gérard, qui a séduit, enfin, qui a convaincu les écologistes ce soir ? C'est sûr que c'est Martine Aubry qui est plus près, la plus proche du discours des écologistes, quand elle dit clairement il faut sortir du nucléaire. Mais là où François Hollande a été, je crois, assez adroit, c'est que finalement, il lui a fait remarquer que, quelque part, elle disait la même chose que lui, c'est-à-dire l'idée d'arriver à 50%, simplement de réduire de 75 à 50% la part du nucléaire en 2025. Elle a convenu que c'était effectivement un ordre de grandeur qui semblait raisonnable. Alors elle a dit oui, mais ce qu'il faut, c'est affirmer le principe de la sortie du nucléaire. Et François Hollande, voilà. Et François Hollande a dit oui, mais c'est après, c'est pour 2050, on sera plus là. Enfin bon, il y a un peu plaisir. D'ailleurs, c'est amusant d'ailleurs parce qu'il était très sérieux et très grave pendant les 2 tiers de l'émission, puis à la fin, il a commencé, le naturel revenait et il a recommencé un peu à plaisanter, à sourire et à faire de l'humour. Voilà. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que Ségolène Royal, elle a envoyé des messages aux écologistes. Elle le fait depuis très longtemps. Et très curieusement, ça ne résonne pas vraiment. Elle était vraiment dans un mode mineur ce soir. Sur le thème, par exemple, de la croissance verte, c'est quelque chose qui anime depuis longtemps, mais c'est passé presque... On ne l'a pas entendu sur cette thématique centrale chez elle. Elle n'a pas réussi à faire jaillir une proposition surprenante comme elle savait le faire autrefois. Elle avait un vrai talent pour faire, à la limite, je dirais comme Bailey, c'est-à-dire tout d'un coup faire une proposition qui cristallise le débat. C'était vraiment sa caractéristique en 2006-2007. Avec quelques slogans quand même, on retiendra, et ça rappelle un petit peu 2006, je suis, a-t-elle dit, la garante de l'ordre public moral. Oui. Ça rappelle on trouve des formules, effectivement. Alors ça, c'est des formules. Je crois qu'elle était dans la retenue parce que le souci qu'elle a actuellement, c'est une interprétation, c'est un problème de crédibilité. Et donc, je crois qu'elle fait attention maintenant, justement, à ne pas apparaître comme... quelque chose, une espèce d'électron libre et pas crédible, quoi. Sachant qu'il reste 2 débats. Tout de suite, je vous interromps parce qu'on est en direct avec Arnaud Montebourg et Mickaël Samès. Il est à votre micro, le candidat aux primaires socialistes ce soir. Oui, l'un des candidats aux primaires socialistes qui est resté avec nous pour répondre à quelques questions. Arnaud Montebourg, merci d'être venu en direct. Arnaud Montebourg, ce premier débat, comment l'avez-vous jugé sur le fond et sur la forme? D'abord, c'est un débat passionnant parce que pour les Français qui vont pouvoir s'emparer du bulletin de vote des primaires citoyennes, ils auront l'avantage d'un débat d'orientation avec un vrai choix sur ce que nous voulons faire avec la France et les Français. Et en même temps, ils n'auront pas l'inconvénient de la désunion. Donc ces primaires que j'ai souhaitées, que j'ai construites, que j'ai imaginées, je suis très heureux de voir qu'elles sont un processus de rassemblement et en même temps un processus de choix et de débat qui soit tout à fait apaisé. Alors sur le débat en lui-même, on a vu qu'avec les autres candidats, il y avait des vraies différences, des clivages sur le fond et notamment bien sûr le déficit et sur les questions économiques et sur la crise actuelle, notamment avec votre proposition sur la démondialisation. Finalement, ce débat sur la crise, c'est quelque chose qui vous a servi finalement ce soir. Écoutez, c'est une manière d'exprimer mes positions et de rallier le maximum de Français à ma candidature et au projet que je porte pour la France et pour l'Europe également. Parce que c'est une ambition où nous devons rassembler les Français. C'est d'ailleurs, les idées que je porte sont majoritaires dans le pays. Car les Français, quelles que soient leurs conditions, qu'ils soient cadres, techniciens, agriculteurs, ouvriers, employés, tous ces Français ont besoin de reprendre le contrôle de l'économie et d'affronter la finance qui est en train aujourd'hui d'être notre nouvel oppresseur. Ça c'est sur le fond, une question quand même sur la forme. C'était vos premiers débats au niveau des primaires, en tout cas pour vous, vous qui avez inventé ce système. Qu'est-ce que vous retenez ce soir de vos impressions quelques minutes après avoir quitté le plateau? Finalement, une atmosphère familiale et bon enfant, c'est bon signe pour la suite. Ça veut dire que les primaires sont déjà ce soir une réussite et j'en suis très heureux. Beaucoup de bonheur pour le père des primaires que je suis et que j'ai été. C'est fatigant quand même, 3 heures d'antenne? Non, c'est un plaisir, monsieur. Merci. Merci beaucoup, Arnaud Montebourg. Voilà, ici, les candidats sont tous partis. Et voilà, on vous remercie et peut-être à tout à l'heure avec peut-être d'autres interviews. Peut-être tout à l'heure, Mickaël. Merci Arnaud Montebourg d'être resté. Excusez-moi, il a marqué des points ce soir, Arnaud Montebourg. Il a été très convaincu par ce qu'il disait. Il a aussi bien serré ses arguments. Comment vous l'avez trouvé, Il a un positionnement qui est quand même assez différent de celui des autres. On l'a bien vu. Il cible, il faut s'attaquer au système bancaire, au système de la finance. Alors c'est vrai qu'il n'est pas totalement dans l'irréalisme. Il dit bien la dette, mais il a des solutions qui lui sont particulières. Donc il a une voix un peu différente au sein du Parti socialiste. Et c'est vrai que dans le petit jeu du qui monte, qui descend ce soir, je pense qu'on peut dire que
On voit bien que l'affrontement François Hollande-Martine Aubry, il demeure quand même en haut. Et puis en dessous, il y avait une troisième personne qui était Ségolène Royal ce soir, qui n'est peut-être pas, qui décroche peut-être un peu. Et s'il y a une vraie différence sur le fond, c'est vrai que Arnaud Montebourg défend parfaitement des positions et peut grignoter un peu des points et des places. Gilles, d'ailleurs, Arnaud Montebourg a dit qu'il fallait rallier le maximum de Français. Qui a été qui est le plus grand rassembleur d'abord de la gauche et puis des Français, on le verra ce soir. Ça, je dirais, c'est le scrutin qui le déterminera le 9 et 16 octobre. C'est extrêmement difficile. Non, mais ce qu'il faut dire pour revenir sur Arnaud Montebourg quand même, il s'est encore plus identifié ce soir. C'est-à-dire que d'abord, il est plutôt brillant, il est avocat, il s'exprime bien, on comprend ce qu'il dit, on est d'accord ou pas d'accord, mais voilà, on retient quelque chose. Et c'est sans doute, il est un peu moins connu que d'autres, François Hollande ou Martine Aubry. On peut imaginer peut-être que ce soir, au-delà de ses soutiens, il a pu mordre peut-être un petit peu en disant, on a l'impression qu'il est convaincu, qu'il croit en ce qu'il dit. Et il apporte des réponses. Il avait une certaine dramaturgie, notamment sur la fin, sa conclusion. Il avait bien préparé, il avait bien. Moi, c'est ce que je retiens aussi, c'est que globalement, tous avaient assez bien préparé cette émission. Ils savaient où ils allaient, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Ils se sont tenus en 3 heures, a priori, encore une fois, pour reprendre l'expression, à tenir leur feuille de route. Ils l'ont tous fait. Gérard Leclerc, vous êtes d'accord avec cette analyse autour d'Arnaud Montebourg ? Ce qu'on vient de dire pour Arnaud Montebourg, je crois, est vrai également pour Manuel Valls et pour Jean-Michel Baillet. Chacun a vraiment joué sa partition, à trouver des points pour se différencier. Manuel Valls a été assez bon aussi, j'ai trouvé assez clair. Alors il n'est pas, pour le coup, il se démarque pas mal de la ligne, si je puis dire, de la ligne officielle, mais il joue là-dessus. C'est le seul à dire, la retraite à 60 ans, le retour, ça marche, c'est pas possible. Les 300 000 emplois jeunes, c'est pas bon. Il parle de quotas d'immigration, c'est quand même assez, on n'entend pas ça souvent dans le Parti Socialiste. Il parle de TVA sociale, là aussi c'est un peu le diable pour les socialistes. Il a vraiment pris des positions qui sont très nettes et assez... Fermer la France, faire aimer la France. C'était une étrange phrase d'ailleurs. On peut également remarquer que, on n'a pas entendu tout le monde, mais que par exemple sur la question posée par notre confrère concernant Dominique Strauss-Kahn, là il y avait un vrai clivage Arnaud Montebourg et Manuel Valls, à tel point que Manuel Valls a donné l'impression ce soir de venir un peu au secours, de défendre. Il n'a pas pu répondre. C'est mon ami. Et Arnaud Montebourg a été extrêmement sévère sur son bilan au FMI. Et là, on a vu un vrai clivage. Denis Jeanbrun, il y a quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, c'est Nicolas Sarkozy. Il a été beaucoup question de lui ce soir. Il y a un point commun, ils sont tous d'accord pour le faire partir. Ça, c'est sûr. Oui, de toute façon, sinon, on ne serait pas au Parti Socialiste, ce serait pas dans l'opposition. Qui a été le plus virulent ? C'est François Hollande qui comme le disait Gérard tout à l'heure, qui s'est le plus souvent positionné par rapport à Nicolas Sarkozy, parce qu'il est déjà, lui, dans une logique d'affrontement avec Nicolas Sarkozy. Et dans cette démarche qu'il anime, en fait, depuis le début, démontrer qu'il est le meilleur candidat pour le battre. Parce qu'il est convaincu que la primaire va se jouer là-dessus. D'où, à mon avis, cette posture qu'il a prise ce soir avec... déjà presque une allure de président de la République, de la gravité, voilà. Et une posture qui a sans doute été très travaillée. Moi, je trouve que, en tout cas, Montebourg, par ailleurs, a une grande utilité, parce que comme il dit des choses très différentes, il oblige les autres à se positionner et d'une certaine manière, à se différencier aussi. Parce que il les oblige et vraiment c'est ça qui d'ailleurs fait que le débat est très intéressant, qu'il était très intéressant ce soir. Et Valls a aussi cette fonction-là. Il y avait deux extrêmes dans l'échiquier ce soir. Il y avait Valls d'un côté et Montebourg, et il fallait que les autres au milieu, il y a les deux favoris qui doivent se différencier. Absolument. Et moi, je trouve que chacun y est arrivé à sa manière. Après, on peut penser que l'un a été meilleur que l'autre, ou l'une meilleure que l'autre, mais ils ont quand même réussi leur partie ce soir, les uns et les autres. Arlette Chabot, un mot tout de même, parce que j'ai entendu Manuel Valls qui se félicitait de ce qui s'est passé aujourd'hui à Benghazi. Il était le seul parmi les 6 candidats à saluer. Il a d'ailleurs fait remarquer, je salue positivement ce qui s'est passé. Et là, il s'est distingué d'ailleurs parmi les 5 autres candidats à Benghazi. Oui, je pense que les autres n'avaient pas forcément envie en ce moment de saluer l'action de Nicolas Sarkozy, mais ça c'est un peu aussi le style de Manuel Valls, c'est-à-dire la vérité comme il dit, donc même si effectivement il reconnaît, il n'a pas envie de dire des choses aimables à l'égard de Nicolas Sarkozy, mais bon, il salue l'action du président de la République, et ce soir c'est vrai que personne n'a enchaîné en disant que c'était un moment heureux entre guillemets et de fierté pour la France. Il a le courage.
Bon, il est souvent un petit peu, il prend ses amis à contre-pied, Manuel Valls. C'est ça la vérité, effectivement. Il reprend un peu, c'est la tradition rocardienne du Parti socialiste, hein, où effectivement le parler vrai, on n'hésite pas à dire des choses, même quand ça peut paraître ne pas être favorable au Parti socialiste, etc. De même qu'Arnaud Montebourg, il est dans la ligne de ce qui a toujours existé au Parti socialiste, depuis le CRS jusqu'au NPS, etc. C'est-à-dire c'est ce courant de gauche du Parti socialiste, mais qui compte au Parti socialiste, ce qui est important. Et à mon avis d'ailleurs, peut-être plus de place pour lui que pour Manuel Valls, où c'est toujours, au Parti socialiste, c'est toujours difficile d'avoir une ligne droite. Montebourg a pu peut-être marquer des points aussi dans un électorat plutôt gauche de la gauche, Mélenchon, peut-être que si les militants du Parti communiste avaient envie de voter aux primaires, probablement que le discours d'Arnaud Montebourg ce soir pouvait peut-être les séduire. Mais il est servi aussi par les circonstances économiques, c'est-à-dire qu'il fait entendre un discours très différent et qui est au fond une réponse... et qui s'entend plus aujourd'hui qui trouve beaucoup plus d'écho. Il convient soin de répéter d'ailleurs que le Parti socialiste n'est pas là pour reprendre les idées de la droite ou d'être en compétition avec l'UMP pour savoir quel est le plus raisonnable et le plus effectivement sévère dans la rigueur. Il le glisse ça au passage, genre mes camarades, vous avez compris, il n'y a pas de compétition sur la rigueur entre nous. Alors la rigueur, justement, la crise, la dette, les déficits, on va en parler dans un instant. C'est Jean-Louis Gombault qui va nous rejoindre. On vous remercie, Arlette Chabot, d'avoir été avec nous ce soir, si tard pour cette édition spéciale qui continue bien sûr en direct sur les chaînes parlementaires. On va regarder justement les propositions, les annonces des différents candidats sur ce thème très important, la crise. Je préfère mettre les banques sous tutelle avant d'ailleurs que celles-ci n'aient réussi à nous mettre nous-mêmes sous tutelle. Concrètement, comment faites-vous? Eh bien, je prendrai une série de mesures que j'ai détaillées. D'abord, l'État entrera d'autorité dans le conseil d'administration, ainsi que les usagers du crédit. D'autorité. D'autorité. Ce qui aurait tendance à me choquer le plus, ce n'est pas une mesure globale. C'est le fait que j'ai l'impression que le projet socialiste, qui a été fait peut-être un peu avant le temps de crise, il faut le reconnaître, est un projet qui ne prend pas en compte la situation d'aujourd'hui et les difficultés d'aujourd'hui. La justice fiscale, je vous le confirme, c'est de faire payer les plus riches, c'est de faire rembourser le bouclier fiscal, c'est de lutter contre la fraude fiscale, 40 milliards d'euros en provenance essentiellement des hauts revenus et des gros patrimoines. Donc faisons déjà en sorte que les riches obéissent à la loi comme tous les autres. Il ne suffira pas de battre Nicolas Sarkozy pour que d'un seul coup, la crise s'efface, la croissance revienne. Donc, il va falloir prendre des mesures. J'y reviendrai. Plus de dépenses. Et parmi ces mesures, pas nécessairement, parmi ces mesures, vous savez que mon premier acte sera la réforme fiscale qui servira à la fois à redresser nos comptes publics et aussi à améliorer l'offre productive qui est indispensable si on veut redresser la compétitivité. La TVA sociale, la TVA protection, j'ai même inventé un néologisme, la TVA protectivité, c'est une manière, à condition aussi de donner de nouveaux droits aux consommateurs, d'agir. Cette TVA, juste pour qu'on comprenne que... Mais elle peut être modulable, mais elle peut être autour de 2 points. Moi, j'ai affiché avec une très grande clarté des priorités. L'emploi. Je pourrais même dire l'emploi, c'est-à-dire la politique industrielle, la politique de recherche, l'éducation, parce que je veux faire réussir chaque enfant à l'école. Allez, retour sur le plateau. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, les chaînes parlementaires, Public Sénat et LCPN pour une édition spéciale. On va décrypter, analyser, on l'a commencé depuis quelque temps, tout ce qui s'est dit au cours de ce débat des primaires. On accueille Jean-Louis Gombault avec nous. Bonsoir, on va présenter de nouveau nos spécialistes qui sont là, Gilles Leclerc, Gérard Leclerc et Denis Jean-Bart avec nous. Alors Jean-Louis, votre regard sur ce thème très important, la crise, qui a été le plus crédible sur ce sujet sensible? Celui, en tout cas, qui a été le plus déterminé sur cette affaire, c'est Manuel Valls. Si on résume le problème de la crise à la question du déficit, c'est lui qui apparaît comme le plus clair, net, précis dès le départ, en vraiment bétonnant sur la question du déficit de manière, je trouve, argumentée. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est que la question, jusqu'à présent, on parlait à chaque élection présidentielle du déficit. Maintenant, on parle de la dette. C'est-à-dire que c'est quelque chose, déjà, un stade supérieur. Le déficit, ma foi, un déficit chasse l'autre, quelque part. Là, on parle de l'accumulation des déficits finissent par faire de la dette. Et donc, il faut voir que, pour la première fois dans la présidentielle, la dette va avoir une importance centrale. Et ce qui est vrai que si les candidats à la primaire socialiste en ont fait un aspect important, c'est parce que ça monte dans l'opinion publique. Et effectivement, à partir de là,
la position de Arnaud Montebourg apparaît comme complètement décalée par rapport à ce processus. Maintenant, quand on écoute les candidats qui se sont présentés à la primaire, qui, alors à des degrés divers, Mme Valls a mis très très haut la question de la dette, sans doute François Hollande un petit peu plus bas, et Montebourg, lui, a carrément dit que ce n'était pas véritablement un problème central. Mais si on regarde dans les détails, on espère que dans les prochains débats, on va être un peu plus explicite. Parce qu'en fin de compte, à chaque fois qu'on dit comment vous trouvez l'argent, heureusement qu'il y a des niches fiscales. Heureusement qu'il y a des niches fiscales. J'ai les niches fiscales, je pisse dedans, etc. Mais si on additionne les 300 000 emplois, on n'a pas très bien compris si François Hollande était pour les 300 000 emplois jeunes ou s'il était contre, si ça s'additionnait avec ces 12 000 emplois dans l'éducation qu'il a déjà proposé. Donc, Madame Aubry n'est pas claire non plus. Elle dit, par exemple, elle est très claire sur la sortie définitive du nucléaire, mais sur le déficit, elle est très claire sur le nucléaire zéro, mais sur le déficit zéro, elle est beaucoup moins claire que ne l'est François Hollande. J'ai trouvé qu'il y avait une différence de ce point de vue. Il y a eu la règle d'or. Enfin, il y a eu ce débat de la règle d'or. Je ne sais pas si les Français comprennent bien ce qui se passe, parce que c'était assez technique, mais il y a quand même eu un débat parmi tous les candidats sur cette règle d'or. Chacun a donné son point de vue. Est-ce qu'il faut la mettre en place, l'appliquer? Comment vous avez... Tout le monde a dit, en effet, ce serait bien qu'il y ait des règles. Oui. C'est un élément tout à fait nouveau. Jamais dans une élection présidentielle, dans une campagne présidentielle, on a parlé de ça. Sauf peut-être François Bayrou à la dernière élection présidentielle. C'est le seul candidat qui avait quand même mis dans son programme, en tout cas cette question-là, au centre quand même du débat. Il était probablement le seul. Et puis Denis Jeanbart, le projet commun du PS économique, il reste commun ce soir avec cette même prévision. Ils ne l'ont pas beaucoup remis en cause ce soir. Non, mais moi je pense que ce projet, il a une durée de vie limitée. C'est-à-dire qu'à l'instant même où le candidat sera désigné, il aura son propre projet, et le projet socialiste va se diluer en effet dans le projet du candidat ou de la candidate qui sera désignée. Alors on a vu quand même une Martine Aubry qui était beaucoup plus attachée à ce projet, puisque c'est elle qui en a accouché, plus que tous les autres candidats. Ils s'y sont ralliés, mais ce n'est pas leur projet. Et donc, quel que soit le candidat désigné, en dehors de Martine Aubry, je pense que c'est un projet qui a une durée de vie assez courte. Ne serait-ce qu'à cause de l'évolution de la crise. Parce que prenons Même si Martine Aubry a expliqué qu'il était plus nécessaire que jamais en raison de la crise. Dans le projet socialiste, il y a 15% de taxes sur les banques. On ne le redonne pas pour financer le problème des retraites. Il n'est pas réitéré là parce qu'effectivement, depuis le projet, la question bancaire et on a vu la fragilité des banques françaises et c'est difficile de poser 15%. On va revenir sur la question des banques parce qu'il y a eu plusieurs points de vue là, sur la manière dont il fallait gérer la question bancaire. Comment vous, Gérard, vous avez regardé ce débat à la fois sur la règle d'or, sur cette espèce de maturité autour de la dette et du déficit finalement? Non, il y a des questions différentes. Sur l'endettement, à part peut-être Arnaud Montebourg, qui est effectivement, qui a l'air de dire que c'est pas la priorité absolue, je pense que tous les autres là-dessus quand même ont été clairs. Alors effectivement, plus ou moins, en tirant plus ou moins de conséquences sur ce qu'ils devaient faire, mais ils l'ont tous été. Et sur le projet, ils ont quand même tous dit qu'il fallait, on adapterait le projet et qu'on ne pouvait pas tout faire, qu'il faudrait faire des choix dans les priorités, etc. Là où, à mon avis, ça mérite peut-être un petit peu plus de précision, on le verra peut-être dans les prochains débats, c'est que tous disent effectivement, il y a à première vue une solution qui paraît simple, c'est les fameuses niches fiscales, etc. À mon avis, si on rentre un peu plus dans le débat et dans la réalité de ces niches fiscales, ça va être des débats. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. Je dis que c'est quand même des choix. Il y a un certain nombre de niches fiscales, c'est les caisses d'épargne, etc., les assurances-vie. Est-ce que oui ou non, on va remettre en cause tous ces avantages? Il y a 465 niches fiscales. Et il y en a un certain. Exactement, il y a un chien qui mord. Peut-être une réaction, Arnaud, déjà, parce qu'on a une première réaction de l'UMP, qui a évidemment regardé avec beaucoup d'attention ce débat qu'ils appellent spectacle. Et l'UMP raille ce soir le spectacle du débat Aubry qui joue 1997, le retour. Gilles, je ne comprends pas. Oui, je 1997, le retour. C'est pour les emplois jeunes, j'imagine. Emploi jeune vert, enfin en tout cas lié à l'écologie, puisqu'on peut l'expliquer. Mais ça sera très intéressant de voir comment l'UMP attaque les différents candidats. Justement, comment elle va se saisir de ce qui a été dit ce soir? La question est de savoir quel est l'adversaire préféré de Nicolas Sarkozy. Donc on va voir celui sur lequel
Oui, est-ce qu'ils préfèrent affronter mais je pense surtout que leur souci là. actuellement pour attaquer le Parti Socialiste est assez compliqué parce qu'ils ne savent pas quel sera le candidat. On n'attaquera pas de la même façon Martine Aubry et François Hollande. Mais Gérard, c'est du pain béni quand même ce soir pour eux. C'est du pain béni ce soir pour eux. Ils ont vu les nuances, les différences, elles sont là sur la table. Il n'y a qu'à se servir pour les utiliser. Non? Oui, en même temps, c'est un débat. Les socialistes ont offert ce soir un débat qui n'était pas écrit il y a encore quelques mois. Ils n'ont pas offert un spectacle, comme on l'a dit tout à l'heure, de division. C'est quelque part quelque chose d'assez moderne, qu'on le veuille ou non. Ce n'était pas facile à organiser. Ils ont réussi à le faire. La primaire aura lieu. Aujourd'hui, on peut en être certain. Il n'y a plus de débat là-dessus, y compris la droite le reconnaît. Et on a même entendu quelques voix qui se sont élevées au sein de l'UMP pour dire, après tout, peut-être que les primaires, dans notre camp, on pourrait peut-être y penser pour le prochain coup. Donc ça sera intéressant de voir comment ils vont se positionner. L'angle d'attaque n'est pas évident. Et chacun a bien veillé à la fin de préciser qu'il serait rassemblé après la primaire. Et d'ailleurs, c'est une tradition de la gauche. La gauche, elle se divise dans les périodes préélectorales, mais dans l'élection, elle se rassemble. La gauche fait le pari de dire à l'opinion publique et aux Français qu'au fond, dans cette élection, il y a finalement 3 tours. Et peut-être que l'opinion publique va suivre. Alors, on a vu une amorce d'avant premier tour ce soir. Juste un petit mot, parce que j'insiste sur mes banques, il y a quand même plusieurs points qui ont été évoqués, Jean-Luc Gombault. Sur les banques, Arnaud Montebourg, je le cite, je préfère mettre les banques sous tutelle avant que celles-ci nous mettent nous-mêmes sous tutelle. Ségolène Royal, elle dit qu'elle veut une grande réforme des banques. Puis un deuxième élément commun à plein de candidats, c'est le mot PME, PMI. Commençons par les banques. Qu'est-ce que vous en tirez de... Je remarque que personne n'a parlé de nationalisation des banques, alors que le sujet est quand même... Absolument, mis sous tutelle. Mis sous tutelle, et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs. Parce que Christine Lagarde en avait parlé et qu'ils ne veulent pas prendre la même ligne que le FMI. Alors sans doute, mais en tout cas, et le débat depuis une semaine est sur la table, et on aurait pu s'attendre à ce que... Prudence avec ce mot nationalisation en tout cas. On ne le fasse pas. Donc ça, c'est PME, bon ça, écoutez, franchement, depuis que je m'occupe d'économie, à chaque élection, il faut développer les PME, notamment les PME moyennes, etc. L'innovation. Pardon, il y a 4000 PME exportatrices en Allemagne et que 400 en France. Bien sûr. Donc on a un problème de tissu industriel de PME. Je ne dis pas que c'est pas fondamental, mais je veux dire que c'est toujours la phrase il faut qu'il y ait de la PME. Arnaud Montebourg était très sévère. Il a dit finalement l'espèce de la voracité des multinationales qui laisse sur le carreau les PME, PMI. J'ai pas la phrase exacte, mais enfin il était très sévère à l'égard des multinationales. Il était très sévère à l'égard des banques. Bon, c'est le discours qu'il développe dans son bouquin sur la démondialisation, bien entendu. Mais je voudrais dire, est-ce qu'entre nous, vous avez vu un projet ce soir développé par un projet global? On a fait le nucléaire, on a fait le déficit, la dette, tout ça c'est des choses très importantes, mais est-ce qu'il se dégage un modèle, un système, une embrèche? Oui, un peu. Gérard, est-ce qu'il y a une ligne cohérente? Je trouve chez François Hollande qui a dit à la fois la rigueur, le rétablissement des comptes publics et l'espérance, la jeunesse. Je trouve que c'est assez, il y a quand même une cohérence. Non? Il me semble, hein. Moi je me partage. On est pour, on est contre, mais il y a quand même une cohérence. Et l'un qui compense un peu l'autre, quoi. C'est-à-dire d'ailleurs avec une stratégie assez différente de ce qu'on a vu dans les élections précédentes et de ce qui est aussi la caractéristique du projet socialiste. C'est-à-dire, c'est pas un fourre-tout chez François Hollande. Et c'est parce que c'est extrêmement simple. Il n'y a que 2 idées au fond. Voilà. Je veux préparer un avenir à notre jeunesse. Alors après, il s'agit de préciser ce qu'est cet avenir. On imagine qu'il préférerait un avenir radieux qu'un avenir sombre. Mais voilà, et je me donne les moyens de le faire, à la fois par l'éducation et par ailleurs une remise en ordre de la fiscalité qui permettra de se donner des moyens. Sachant qu'il y a un lien entre ces 2 sujets, c'est-à-dire au fond pour mieux préparer l'avenir des générations futures. On remet un peu tout ça en ordre. Voilà. Et ça, c'est un discours de responsabilité quand même. C'est assez simple et on comprend à peu près ce qu'il veut dire. Je trouve que l'une des difficultés, mais qui n'est pas spécifique, je trouve, à Martine Aubry, mais qui a souvent été la caractéristique des présidentielles,
parce qu'on a des gens qui n'ont pas un charisme suffisant pour sortir cette vision d'avenir de la France que vous évoquez, Jean-Louis. Eh bien, on a trop souvent des candidats qui nous font une multiplication de propositions et on n'y comprend plus rien. On ne sait plus où on est. Là, il me semble qu'on a quelqu'un, et je trouve qu'il y a ça aussi chez Manuel Valls, d'ailleurs. Oui, il a un point. Un mot aussi sur, peut-être qu'on n'a pas beaucoup entendu ce soir, je l'ai noté, on l'a entendu 2 fois, et c'est surtout Martine Aubry qui en a parlé, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que clairement c'est la différence avec l'élection précédente? Personne ne pourra dire qu'il va être le président du pouvoir d'achat. C'était une affirmation forte, parce que c'est vrai que probablement l'image de Martine Aubry incarne quand même quelque part dans l'opinion, et notamment dans l'opinion de gauche, une certaine idée de la justice, d'un meilleur partage, et que cette image-là, elle la cultive, et que le pouvoir d'achat, et également l'emploi, elle a dit l'emploi, oui, l'emploi, elle sait qu'elle incarne peut-être plus que d'autres candidats ces idées-là. Et voilà, il y a une force de conviction sur cela dit, sur le fond. L'emploi, certes, mais quoi? On en a assez peu parlé, finalement. Quelle méthode? Comment faire pour redonner... Première préoccupation des Français, on en a peu parlé, ça c'est une grave et le pouvoir d'achat, bon, avec quels moyens Les emplois jeunes, Jean-Louis, c'est important. Jeunes, verts, ce ne sont pas les emplois jeunes qui vont remédier à la crise du chômage aujourd'hui. C'est ce que dit Gilles. Première préoccupation, premier thème évoqué par les Français quand on leur parle de ce qui les intéresse le plus, et on en parle peu ce soir. Quand on dit qu'on apporte des réponses à la crise, donc sans mettre en danger la croissance, et en espérant que la croissance repart, on peut imaginer ou espérer, peut-être, à tort ou à raison, qu'à ce moment-là, le chômage baisse. Mais c'est plutôt de la mécanique que des idées très inventives en termes de... Surtout, ce qui me paraît quand même signe dans les autres débats, symptomatique, c'est que pendant un siècle, la gauche avait 2 grandes revendications. C'était le temps, réduire le temps de travail, et le pouvoir d'achat, augmenter le pouvoir d'achat. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec le changement complet du contexte général de la crise, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps, plus personne n'en a parlé ce soir, plus personne ne parle de réduire le temps de travail, et le pouvoir d'achat, on reste très très vague. On dit il faut effectivement assurer, ce qui est le bien le moins quand même pour des partis de gauche, assurer le maintien du pouvoir d'achat, mais on se garde bien d'annoncer une augmentation des prestations, une augmentation du SMIC, peut-être, et encore, mis à part peut-être la posture d'Arnaud Montebourg, nous n'étions pas ce soir dans un débat idéologique à l'intérieur de la gauche, comme si l'acceptation d'une certaine réalité d'un monde mondialisé et au fond d'un gouffre dû au déficit et à la dette était là, et qu'il fallait sans doute d'abord régler ça. On a deviné, moi je trouve, dans ce débat, une grande évolution dans la politique économique française. Parce qu'au fond, ce pays pratique depuis toujours la croissance par la relance de la consommation. Ce qui fait d'ailleurs que l'investissement productif n'a cessé de décroître dans ce pays, et même dans ce dernier quinquennat. Et on devine dans les propositions qui sont faites une volonté peut-être de changer de cap à travers la réforme fiscale et d'aller de se donner des moyens pour faire de l'investissement productif qui porteront des investissements productifs qui créeront des emplois de non, c'est Hollande. Ça serait Hollande. Ça, c'est Hollande. Hollande a sorti un chiffre, les 75 milliards d'euros de déficit prévus pour 2011, qui est évidemment quelque chose que les Français sont concentrés sur le déficit budgétaire, mais la question du déficit commercial est tout aussi importante. Il y a un blocage au pouvoir d'achat, un petit mot. La social-démocratie, depuis toujours, c'est le partage des fruits de la croissance. On partage les fruits de la croissance. Aujourd'hui, il n'y a plus de croissance, ou si peu. Qu'est-ce qu'on peut partager? On partage plutôt les pépins de la non-croissance plutôt que les fruits de la croissance. En fin de compte, c'est ça. Donc, en fin de compte, il faut faire payer les riches ce à quoi ils devraient contribuer, et non pas simplement faire porter la crise sur les pauvres, mais aussi sur les riches. On n'est pas exactement dans la même thématique du partage des fruits de la croissance, le fameux grain à moudre de Bergeron qui a animé les débats des dernières années. Gilles, sur ce point? Oui, il y a une question, et je suis un petit peu étonné pour reprendre un peu ce que disait Gérard. En général, c'est un thème favori de la gauche, par exemple, c'est la santé, la sécurité sociale. Oui. Là, il reste 2 débats. Ça n'a été évoqué que pour dire qu'il y avait un déficit terrible. Et là, ce sera intéressant de voir si, au fond, est-ce que la santé doit être, je dirais, traitée comme un sujet comme un autre, ou est-ce que ça reste encore un sujet, fort pour
je dirais, pour la gauche, ce serait intéressant de savoir si là aussi, un certain réalisme commence à rentrer dans les discours des différents candidats. Autre thème qui peut paraître un petit peu comme ça philosophique, mais qui a des retombées concrètes, c'est la société qu'on veut, qu'on imagine pour la France. Ségolène Royal parle toujours de ce projet de civilisation. Martine Aubry ne reprend plus le Caire, qui est complètement oublié. Ça vous semble un petit peu bizarre ce soir qu'on ne parle pas de ce projet de société? Comment on peut faire vivre les Français entre eux, ensemble? Honnêtement, je pense que le contexte économique a changé, pas tout balayé, mais a changé radicalement beaucoup de choses. On n'était pas aujourd'hui dans une émission destinée à faire rêver les Français. On était plutôt... Réalité, il va falloir se retrousser les manches, on va essayer d'apporter des réponses et on va essayer de partager mieux les efforts. C'est ça. C'est extrêmement rare dans une campagne présidentielle. On n'a pas rêvé, effectivement. Il n'y avait pas comme ça de projection de modèle dans lequel on n'aurait pas imaginé, il y a encore ne serait-ce que 5 ans, enfin en tout cas 10 ans, un débat entre 6 candidats de gauche qui est quasiment polarisé autour de qu'est-ce qu'on fait face à la dette et les déficits. C'est vrai que c'est... On est loin de 1980. Jean-Luc Bombaud, quand même la TVA sociale, j'y reviens parce que Manuel Valls a essayé de l'expliquer, il est revenu sur ce transfert de cotisation, là aussi c'est un peu technique, mais c'était un thème de campagne en 2007, ça revient. Les autres candidats sont restés très prudents, cette question de TVA, de transfert de TVA. Là, il y a une sorte de prudence, à part Manuel Valls. Oui, ils ont raison d'être prudents parce que je ne pense pas que le public populaire, le smicard, soit... non seulement c'est compliqué à comprendre, mais je crois que ça sera même compliqué pour leur porte-monnaie. Donc, ça coûtait 50 députés à la majorité en 2007. Ça a coûté cher. Parce que Jean-Louis Borloo avait évoqué l'idée entre les... il en parle, il dit qu'effectivement... Non seulement il en parle, il a même avancé un chiffre, il a dit 1 ou 2 points de plus sur la TVA. Il s'engage sur cette question-là. Oui, mais... Non, ça veut dire que Emmanuel Valls, quand il a une idée, il y tient, il se la défend, mais je ne pense pas que ce soit très populaire dans l'électorat du Parti socialiste. Parce que hier, il y a eu quand même dans l'actualité une visioconférence importante entre Sarkozy, Merkel et Papandréou pour rassurer les marchés. Elle a rassuré les marchés, semble-t-il. Et la question de la Grèce, elle a été... écoutez, ça tient ce que ça tient, on verra. Est-ce que les candidats, ces candidats-là, qui aspirent à cette haute fonction, est-ce qu'ils ont parlé de la Grèce? Est-ce qu'ils ont eu un discours rassurant? Est-ce que ça vous étonne que ça manque? Oui, et puis on est resté en France. Vraiment aller sur la fédération européenne. Comment vous l'expliquez, Jean-Louis? C'est un thème qui mange toute l'actualité. Moi, je pense que c'est le premier débat. Je ne sais pas comment... c'est 3 heures, hein. Oui. On a eu le temps de parler. Oui. Non, mais bon, et puis il y a aussi les journalistes qui posent des questions. C'est pas venu sur la table. Je pense qu'ils ont... Parce que ce sont la plupart, sauf Montebourg, ont tous voté oui au traité de Maastricht. Donc je signale que François Hollande a dit qu'il était foulé aux pieds et qu'il n'existait plus. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, parce que le traité de Maastricht s'impose à la Constitution française, normalement. Donc, il le disait dans les faits. À partir du moment où on a un déficit qui est à 6 ou 7%, alors que le Maastricht disait qu'on ne peut pas dépasser les 3%, c'est vrai qu'il n'existe plus. Oui, d'accord, mais enfin, le fait qu'ils disent qu'il n'y a plus de traité de Maastricht, c'est quand même c'est quelque chose, il me dit. Donc, je veux dire, l'Europe n'était pas présente dans le débat. Très peu. On y reviendra dans les précédents. Valls a essayé d'introduire les eurobonds, donc visiblement il a l'air d'être partisan. Ça n'a pas été repris au bon par les autres. Mais Hollande est favorable aussi. Mais il l'a pas dit je suis d'accord avec Valls là-dessus. Donc c'est vrai que l'Europe, pour un parti qui est vraiment très européen, c'était surprenant de voir qu'il n'était pas là. Mis à part les questions qu'on leur pose, c'est étonnant qu'ils ne reprennent pas quand même ce sujet à leur compte. Oui. Alors, messieurs, on va regarder tout de suite la réaction de militants, c'est des militants parisiens dans le 12e arrondissement. Comment ont-ils vécu ce premier débat? Regardez, je remercie Denis Jambard et je remercie Jean-Louis Bombaud de nous avoir accompagnés jusqu'à minuit 24. Merci à vous, messieurs. Regardez ce sujet, puis on se retrouve juste après, évidemment. Ils n'ont pas tous le même favori, mais tous ont voulu regarder ce débat ensemble. On va pouvoir dire tout ce qu'on pense et puis qu'on est vraiment unis. Même s'il peut y avoir des divisions entre les candidats? Peut-être entre les candidats, mais pas nous. On est des camarades avant tout. Bon, après, ça ne nous empêche pas de faire campagne chacun pour son candidat. Mais aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est de le faire ensemble. Dans cette section du 12e arrondissement de Paris, c'est d'abord autour du buffet qu'a débuté la soirée, avant l'heure de la grand-messe cathodique. Les militants, attentifs à chaque attitude, chaque mot prononcé par les candidats, et déjà les premières impressions. Moi j'ai bien aimé, je dois dire sincèrement, ce que M. François Hollande a dit. J'ai bien aimé son intervention sur l'école, qui me paraît essentielle, parce que nous sommes dans un drame total. Les moments
individuels sont pas trop longs. Ça permet d'entendre ce que dit chacun. Comme ils sont divers, ça fait des interventions diverses. Et puis je pense que le moment du débat va être un grand moment qui va permettre à chaque personnalité de ressortir. Pour moi, c'est très bien, parce que c'est clair, parce que chacun expose clairement quelques points clés. Positif sur la forme, positif aussi sur le fond. Même si chacun a son favori, difficile pour les candidats de critiquer son propre camp. J'ai trouvé que Montebourg était bien, François Hollande aussi, Ségolène Royal. Je trouve que c'est du sérieux, vraiment. Je ne veux rien dire contre, parce que j'aime tous, ils sont tous bien. Je veux dire, tous, je les connais un peu et je sais que chacun a vraiment ses qualités. Pour ces militants, ce débat est une étape essentielle pour mieux connaître les candidats et leur programme, même si tous avouent avoir déjà choisi leurs favoris. Et ce n'est pas ce premier débat qui les aura fait changer d'avis. Un reportage Jérémy Hartmann. Voilà, c'est dit. Et le débat des primaires socialistes, ça s'est passé à la télévision, bien sûr, mais pas uniquement. Les réseaux sociaux étaient en effervescence. Est-ce qu'on peut dire cela? Caroline Deschamps, bonsoir. Oui, bonsoir Sonia. Alors sur Twitter, le teasing a commencé tôt avec les petites confidences sur les coulisses du plateau. Manuel Valls confiait sur son compte Twitter qu'il avait fait 1 heure de gym et de boxe ce matin pour préparer le débat. Beaucoup de photos également ont été postées sur Twitter, comme celle relayée par Paul Laroutourou qui montre Hollande arrivant au studio de la Plaine Saint-Denis. Je ne sais pas si on voit la photo, oui, et serrant la main des pompiers. On ne sait jamais, en cas d'incendie, il vaut mieux faire ami-ami. Alors, est-ce qu'il y a eu le feu justement dans ce débat, Caroline? Pas au début, en tous les cas. À 20h30, l'émission commence. Les tweetos découvrent le dispositif, les candidats debout qui proposent leur profession de foi en 1 minute, et beaucoup jugent que cela ressemble à un jeu télévisé. Marion pense à Question pour un champion. L'humoriste Sophia Aram a tweeté. Elle pense quant à elle au maillon faible, tout comme François Vie qui écrit « Pour éliminer François, tapez 1, Martine, tapez 2 ». Globalement, les internautes trouvent les candidats tendus, remarquent que Ségolène Royal lit son texte. Cécile Duflot, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, fait des blagues mais que personne ne comprend. Elle écrit « Elle est bien la cravate en bois d'Arnaud Montebourg ». C'est sûrement une private joke. D'une manière générale, Hollande semble gagner le match de l'intro, talonné par Manuel Valls. Puis vient le temps des candidats face aux journalistes. Arnaud Montebourg est comparé à Hugo Chavez. Ségolène Royal est jugée plutôt meilleure qu'au début, mais c'est François Hollande qui suscite le plus de commentaires. Les internautes sont étonnés du choix de son thème, le nucléaire, et ils sont nombreux à trouver qu'il parle comme une mitraillette. Si, à son explication, il est en mode fast pour en dire un max. Le débat entre les 6 candidats commence, un débat qui n'en est pas un, jugent les tweetos. Un internaute se gausse, Bailey a distribué du cannabis à tous les candidats dans la loge avant le débat. Ça ronronne et Guy Birenbaum pose la question, quand est-ce que Ségolène Royal sort sa sulfateuse et dessoude ses camarades? Pour se distraire, d'autres imaginent le couple DSK-Sinclair mangeant leur bolino devant la télé. Et puis les candidats se ressaisissent. Le « laisse-moi finir » de Martine Aubry à François Hollande sur le nucléaire réveille les internautes. Alors les féministes, quant à elles, sont très en colère. Aucune question n'aura été posée sur le droit des femmes. Talia Breton espère quitter les LCPAN feront mieux. À bon entendeur, messieurs les directeurs de chaîne. Et donc, on va en parler dans un instant, mais Caroline, dites-nous, qui a gagné le match sur les réseaux sociaux? Alors au final, c'est difficile à dire. Selon Sémiocast et Rue 89 qui analysent en direct les tweets, c'est Martine Aubry. Moi, j'ai du mal à mesurer si c'est elle qui a gagné. Toujours est-il que le débat aura généré plus de 48 000 tweets. C'est quand même énorme. C'est, je pense, un record pour une émission politique. La plupart pour la forme. Il n'aura d'ailleurs pas échappé aux tweetos qu'à l'issue de l'émission, François Hollande a fait la bise à Martine Aubry et serré la main à Ségolène Royal.
le clou du spectacle, résume un internaute. Merci beaucoup, Merci, Caroline. moi j'ai retenu quelque chose, c'est des tweetos segos. J'ai appris 2 mots ce soir. Une petite réaction, Gilles Leclerc, Gérard Leclerc, sur cette espèce de température comme ça d'Internet. Il y a un autre indicateur qui sera intéressant, c'est de voir les audiences de France 2 demain matin. On le saura à 9h du matin. Ça sera quand même un signe qui pourrait anticiper une bonne ou une mauvaise participation au premier tour de cette primaire qui va se dérouler donc le 9 octobre prochain. Il y avait un match sur une grande chaîne concurrente avec comme invité Marine Le Pen. Absolument, sur TF1, on peut le dire. Gérard, ça vous évoque quoi à la fois ces tweets qui sont parfois très légers et qui n'ont pas grand-chose à voir d'ailleurs avec le nombre de tweets est intéressant. C'était le nombre de tweets intéressant. Il y avait des remarques qui étaient assez significatives, qui étaient effectivement que je trouvais frappées au coin du bon sens. Bon, c'est amusant d'après ce que vous dites. Ce serait d'après les tweets, donnerait plutôt l'avantage à Martine Aubry. Donc vous voyez comme quoi il faut être très prudent sur les interprétations qu'on peut faire. C'est ce qu'on a entendu. Qui était plus offensif ce soir. Alors messieurs, puisque vous allez participer au prochain débat, donc ce sera le 28 septembre et le 5 octobre, donc en partenariat avec nos chaînes. Comment vous avez jugé, vous avez regardé, senti la prestation, mais de vos confrères, les journalistes ce soir, notamment David Pujadas, Gilles Leclerc? C'est pas simple, la question difficile, mais enfin d'abord le connaît bien. Vous remarquerez que j'ai été très prudent puisque au début de notre entretien ce soir, j'ai dit que c'était un exercice extrêmement difficile, y compris pour lui. 6 candidats, 3 journalistes. De toute façon, c'est une figure imposée très difficile. Honnêtement, il s'en est pas mal sorti. Ouais, même constat. C'est avis. L'émission, je pense, comme toujours d'ailleurs, était un petit peu trop longue. Il y a eu un moment où on est, notamment quand ils se sont retrouvés ensemble, je trouvais qu'il y a eu une période où c'est un petit peu le rythme a un peu baissé. Ils sont revenus un peu sur des choses qu'ils avaient dit avant que ça reparte au moment où Martine Aubry a attaqué François Hollande. Là, il y a eu un moment un petit ventre mou. Mais d'une façon générale, bon, on peut aussi dire qu'il y a des questions qui n'ont pas été posées, etc. On a parlé tout à l'heure de l'Europe, on a parlé des femmes, etc. Mais on peut pas de toute façon tout dire dans une émission. Il y en a 2 autres derrière qui permettront justement d'aller plus avant, d'approfondir ces questions. Mais globalement, je trouve que c'était une émission qui était vraiment bien menée avec des questions intéressantes. Il n'y a pas eu de faute, comme on dit. Alors on va pouvoir regarder ensemble. On va regarder les meilleurs moments. Sonia, pour ceux qui nous rejoindraient, il est minuit 32. Vous avez raté le débat. Regardez les meilleurs moments de ce premier débat des 6 candidats socialistes. Regardez. Qu'est-ce qu'on fait sur le père de Flamanville? Eh bien, le père de Flamanville, on le fait. Non, attends, laisse-moi terminer, excuse-moi. Il aura fallu 1h30 avant que le débat ne s'anime, et ce sont les 2 favoris qui s'accrochent les premiers sur l'épineux dossier du nucléaire. Flamanville, on attend. Je pense que tu ne répondras pas d'ailleurs autre chose que moi. Les positions ont été clarifiées? Je pense qu'il y a eu de la clarté. Pas forcément lumineuse, mais il y a eu de la clarté. On attendait une Ségolène Royal offensive, c'est Martine Aubry qui a tenté d'imposer son rythme à ses adversaires. Se différencier sans sacrifier l'unité, pendant 2 heures, les candidats ont joué une partition difficile. Je vous pose la question différemment. Quand vous entendez Martine Aubry qui nous disait on ne peut pas s'engager. Il veut nous mettre en désaccord. On ne peut pas s'engager. Non, j'essaie. On va peut-être trouver. On a parlé de clarification pour ce débat. Alors là... Avant le débat, chacun a joué sa partition en solo, un grand oral où les petits candidats ont tenté de se démarquer. Mon programme prévoit la légalisation du cannabis, qui n'est pas la même chose, parce que la dépénalisation ne règle rien. Au total, plus de 3 heures d'échanges policés, chacun ayant en tête qu'il faut à tout prix donner l'image d'une famille rassemblée. Une famille rassemblée. Prochain débat, faut-il le rappeler, c'est le 28 septembre et le 5 octobre prochain sur les chaînes parlementaires. On l'a évoqué, Sonia. On donne les couvertures, les titres dans Libération aujourd'hui. Alors, tous les titres n'ont pas forcément repris en une le débat socialiste. Guéant, l'interrogatoire, écoute intermédiaire cabinet noir. Le ministre répond à Libération. Voilà pour Libé. Et puis quand même, en deuxième partie de une, primaire PS, les leçons du premier débat avec les visages des candidats. Et on les montre en même temps aujourd'hui en France qui parle des charges immobilières, surveiller la facture, et qui revient bien sûr sur le voyage de Nicolas Sarkozy et de David Cameron dans Benghazi en liesse, vous le voyez, pour ce bain de foule. Et puis Sud-Ouest, le vrai débat de la primaire, puisqu'il faut que je vous montre cette une, vous n'avez pas vu Libération, le vrai départ de la primaire présidentielle 2012, et 6 candidats à l'investiture socialiste ont tenu hier soir, et bien vous venez de le découvrir, ce débat, ça c'est pour Sud-Ouest, Sonia. Pour Ouest France, 2 actualités, toujours le voyage de Sarkozy-Cameron qui est fêté à Tripoli avec, vous voyez, la liesse, et Nicolas Sarkozy et David Cameron parmi les Libyens sur la place de la Liberté à Benghazi. Et puis PS, le grand oral télé lance la primaire
avec à la fois le grand oral pour les candidats et aussi pour les audiences. On verra tout cela donc demain. Absolument. Puis on peut signaler le Nouvel Obs qui a fait un numéro très complet sur les questions posées aux 6 candidats. Président, présidente. Absolument. Ils ont répondu sans détour aux 6 candidats. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale. On est toujours en direct. Merci à Gilles Leclerc, merci à Gérard Leclerc. On vous regardera évidemment attentivement dans quelques jours pour ce prochain débat. Merci à vous, Sonia. Oui, et puis à bientôt. Et belle soirée, bonne soirée à tous.